Je crois que vous faites bâtir une maison avec justement toutes les technologies futures. Vous pouvez pas nous faire visiter là une pièce ou deux de la maison? Qu'est-ce qui se passe dans la maison de Bill Gates? Je reçois Bill Gates. Bill Gates, à 40 ans, a bâti un empire, non pas en vendant du pétrole, non pas en vendant des automobiles, mais en vendant de l'intelligence. Bill Gates, merci beaucoup d'accorder cette interview à TF1 et à 7 sur 7 à l'occasion de la sortie de votre livre qui s'appelle La route du futur, qui paraît chez Robert Laffont et qui est le récit à la fois de votre aventure et puis votre vision, on va y venir d'ailleurs, de ce que va être le monde de demain et le monde des télécommunications de demain. Est-ce que vous prenez quelquefois le temps de regarder ce qui s'est passé depuis qu'à 13 ans, vous avez, au fond, réalisé votre premier programme pour jouer au Morpion? Those early days were a lot of fun. En fait, on s'amusait beaucoup à cette époque. On utilisait l'ordinateur, on s'apercevait qu'il pouvait nous répondre immédiatement. Je suis devenu drogué pratiquement, je me suis demandé jusqu'où est-ce que je pouvais l'emmener cet ordinateur et cet enthousiasme s'est poursuivi jusqu'à maintenant. Au fond, vous avez gardé votre jouet pour en faire un empire. C'est ça. Je crois que ma vision de cette évolution informatique pour tous, ce que je voulais moi-même dans l'ordinateur, ça a permis de le réaliser grâce à mes amis. Alors, votre livre a pour base les autoroutes de l'information. Les Français en entendent un peu parler, un certain nombre d'hommes politiques. Jacques Delors a été le premier à en parler en France. Jacques Chirac en a parlé hier, j'y reviendrai tout à l'heure. Est-ce que, en 2 mots, vous pouvez expliquer très clairement ce que c'est? C'est une révolution en fait des communications. On peut désormais atteindre des produits qui sont vendus, des services qui sont disponibles, des informations, des distractions. Tout cela très disponible grâce à ces ordinateurs personnels qui évoluent et qui sont reliés en réseau grande vitesse. Alors Internet, ce réseau dont tout le monde parle, c'est le premier pas de ces autoroutes de l'information. Oui, c'est ça. L'Internet, c'est une évolution importante, une étape importante. Il y a de plus en plus d'utilisateurs, de contenu, et puis il y a un retour d'informations. Plus on utilise et plus on est motivé à améliorer les contenus. Maintenant, il y a toujours beaucoup de problèmes qui doivent être résolus, par exemple la vie privée, la sécurité, mais il y a des centaines de sociétés, dont Microsoft, qui y travaillent, qui essaie de résoudre ces problèmes. Et donc, dans les 5 années à venir, ça se répandra beaucoup plus dans les entreprises et la pédagogie. Alors, je ne sais pas si vous avez entendu Jacques Chirac, je ne pense pas, parce que vous avez arrivé de Londres, qui était à Cotonou, en Afrique, au Bénin, et qui s'est inquiété de ce que 90% des échanges sur Internet soient en anglais. Alors, je pense que c'est vraiment pas votre problème et que vous n'en avez rien à faire, mais qu'est-ce que vous répondriez à ceux qui disent le monde entier, la communication du monde entier, eh ben, elle sera désormais totalement acquise à l'anglais? Je crois que c'est faux. L'Internet a commencé aux États-Unis, a commencé à prendre aux États-Unis et 50% des utilisateurs sont aux États-Unis. Au fur et à mesure que l'Internet se diffuse à travers le monde, il sera utilisé par chaque pays dans sa propre langue pour les informations, pour la publicité, etc. Donc il y aura de plus en plus de contenus français, j'en suis convaincu, mais aussi des contenus anglais. Les gens pourront choisir l'utilisation et la langue. Vous êtes gentil pour nous. Est-ce que vous dites dans votre livre, c'est aussi important comme révolution que l'imprimerie avec Gutenberg. Comment est-ce que vous pouvez expliquer à un Français à qui il paraît que l'ordinateur, c'est un outil un peu compliqué, difficile d'accès, que ça va être justement, comme on disait tout à l'heure, aussi banal que le téléphone? J'essaie dans ce livre d'évoquer différents scénarios, de montrer comment une journée pourrait être beaucoup plus de contrôle, de commande grâce à cet outil. Quand on regarde les révolutions des télécommunications antérieures, on apprend beaucoup de choses. On s'aperçoit que ça modifie la vision qu'on a de la cité. On peut permettre à beaucoup plus de gens de participer. Tout le monde achète des livres en bibliothèque.
bibliothèque, en librairie, tout le monde a désormais un téléphone. Et je crois que cette révolution sera encore plus puissante, donnera plus de puissance aux gens que ces révolutions antérieures. Dans 20 ans, je crois que ça sera devenu, ce sera à la portée de chacun. Et je crois que le besoin est supérieur aux besoins qu'il y avait du téléphone il y a 50 ou 60 ans. Est-ce que je me trompe si, au fond, téléphone, télévision et ordinateur, au fond, tout ça, ce sera le même outil, ou à peu près? Je crois qu'ils seront tous reliés au même réseau. L'écran du salon, qu'on regarde de loin, aura l'air d'une télé, mais il sera relié à un réseau, donc on pourra visionner ce qu'on voudra. Par exemple, vos amis, vos parents, des spectacles, au moment que vous désirez. Si vous vous rapprochez d'un écran, cet écran aura l'apparence d'un ordinateur avec un clavier, mais il sera relié avec un réseau. Le débit sera beaucoup plus rapide qu'actuellement. Donc on pourra obtenir des vidéos, des programmes radio, etc. Alors, vous parlez bien sûr de la télévision à la carte, où on pourra voir tous les programmes qu'on souhaite au moment où on le souhaite. Mais vous donnez des exemples extraordinairement précis. Vous dites par exemple, vous voyez le film, et puis vous vous êtes séduit par les lunettes de Tom Cruise. Et alors, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Tout ce qu'on voit sur l'écran qui vous intéresse, par exemple un meuble, quelque chose qu'on ne reconnaît pas même, on pourra le pointer sur l'écran, le cliquer, et sur l'écran vous verrez apparaître une grande quantité d'informations. À ce moment-là, si vous avez autre chose à faire, vous arrêtez le spectacle, mais vous ne manquez rien. Vous pouvez aussi avoir des informations complémentaires. Vous pouvez aussi savoir combien ça coûte. Alors vous dites justement, on pourra sauter à pieds joints dans le plan de la ville qu'on aura sous les yeux, pour naviguer dans une rue ou dans les pièces d'un bâtiment, on zoomera, on panotera. Vous voulez acheter une tondeuse à gazon, l'écran montre l'intérieur d'une maison, vous gagnez la porte de derrière, vous apercevez un garage, un clic sur le garage et vous voici dedans, parmi les outils, une tondeuse à gazon. Un clic sur la tondeuse, d'autres petites annonces, des catalogues, des vitrines expo s'affichent. Facile de procéder à de rapides comparaisons. Au fond, le monde entier est à la portée de main. On voudra avoir des informations sur tout et il suffira de pointer l'objet sur l'écran et on aura la réponse. C'est ça? Il y a quand même des différences. Ce qu'on voit sur l'écran sera dans un univers tridimensionnel et donc on pourra se balader. Par exemple, on pourra aller dans la ville que l'on préfère. Si l'on voit quelque chose que l'on préfère, on pointe sur l'écran, par exemple la banque, ou le tribunal, ou une librairie, aller voir son compte dans sa banque. Donc on peut examiner le monde réel, et puis on peut aussi voir un monde virtuel, un monde que l'on s'invente. Par exemple, des tableaux, créer votre propre galerie d'art. Et votre capacité de manipuler cet univers ou d'accéder à d'autres informations d'autres personnes est pratiquement illimitée. C'est assez difficile à décrire, mais j'essaie de faire penser les gens à des images, commencer à leur faire réfléchir à la problématique et les préparer parce que ça va arriver très vite. Alors, je crois que vous faites bâtir une maison, vous le racontez dans ce livre d'ailleurs, vous faites bâtir une maison avec justement toutes les technologies futures. Vous ne pouvez pas nous faire visiter là une pièce ou deux de la maison? Qu'est-ce qui se passe dans la maison de Bill Gates? Dans ma maison, il y aura un élément nouveau. Il y aura une quantité d'écrans de très haute qualité. Donc, quand on se balade dans cette maison, on pourra voir différentes images. Par exemple, si on est intéressé à un pays qu'on veut visiter, on peut voir des images. Si on veut étudier certaines formes artistiques, on peut les visualiser. Tout cela sera disponible sous forme d'images. Et puis, en se baladant à travers cette maison, automatiquement, on pourra réguler la musique, l'ambiance acoustique, la température. Tout cela sera automatisé pour que cette maison, on n'ait même pas besoin d'y penser. Et puis, on verra si ça marche. C'est une expérience, après tout. Ça m'intéresse beaucoup, ça me fascine, en fait. Alors, on va prendre un peu qu'est-ce qui va changer dans notre vie quotidienne, à part ces inventions qui nous font rêver. Prenons l'éducation, puisque, au fond, jusqu'ici, l'enseignement a tiré
peu de parties de l'informatique. Les CD-ROM, c'est-à-dire des disques interactifs qui peuvent se lire sur un écran d'ordinateur et qui contiennent des centaines de milliers de pages de textes, de documents, de sons. Les CD-ROM sont surtout des jeux, sont surtout des CD-ROM éducatifs, mais ça n'existe pas beaucoup dans l'enseignement. Est-ce que demain, un élève pourra faire un exposé sur la littérature dans sa classe en se servant très, très naturellement d'un ordinateur? Ou est-ce que c'est très loin de nous? Je crois que si l'on regarde les écoles modèles à travers le monde, on s'aperçoit que l'on utilise déjà l'Internet pour obtenir des éléments de musées, de librairies, simplifier cette information, enrichir des présentations, des exposés devant la classe. Et puis, il y a des enseignants qui optimisent leur travail. On peut trouver ces éléments dans l'Internet, le communiquer à d'autres personnes, se faire communiquer d'autres éléments. Et il y a déjà beaucoup de gens qui y excellent. Pour la première fois, nous avons un moyen très efficace pour les enseignants de conforter leur travail mutuellement. Et cela devrait améliorer la pédagogie. Les parents qui vous écoutent, et je suis parent, doivent se dire, au fond, on avait déjà des enfants qui étaient abrutis par la télévision, abrutis par les jeux vidéo. Et vous nous annoncez un monde où ils vont rester devant leur écran, au fond pour tout faire, et y compris pour surfer, pour zapper d'une idée à une autre, d'un sujet à un autre. Quelle génération d'enfants on va créer? Je crois que ce sera une génération qui sera incroyablement curieuse, qui comprendra que lorsqu'on lit un article, on peut l'approfondir pour parvenir à la vérité. On peut demander facilement à ses amis, « Tu es d'accord avec ce qui est écrit dans cet article ?» Ce sera donc une génération qui prendra ça pour acquis et le valorisera au maximum. Et l'imaginaire, la création? Ça, c'est un aspect très important. Il ne s'agit pas simplement de voir l'information générée par d'autres personnes. Pour la première fois, le courrier électronique peut intéresser les jeunes. Ils ont le droit de l'utiliser. Et donc, cela permettra d'améliorer leur capacité, compétence d'écriture. L'ordinateur peut créer non seulement des dessins, mais également des effets spéciaux, cinématographiques, qui coûteraient des équipements extrêmement coûteux de nos jours. Tandis que les enfants de la génération suivante pourront l'avoir à leur disposition sur leur PC, avec des images, leurs propres idées, leurs propres images, les composer et les envoyer à leurs amis, à leurs parents. Et tout ça sur leur propre commande. Les gens qui vous écoutent quand même doivent se dire quel monde étrange sera celui dans lequel nous vivrons, où finalement on ne sortira plus de chez soi, ni pour travailler, ni pour se distraire. C'est un monde, est-ce que c'est pas un monde d'isolement? Est-ce que finalement ce monde que vous nous peignez sous des couleurs magiques et brillantes, vous ne lui voyez pas des aspects qui peuvent être justement inquiétants comme celui-là, régressifs? Avec l'amélioration technologique, on a plus de libre arbitre que l'on peut appliquer à l'utilisation de son temps libre. On n'aura plus besoin de faire des queues, de remplir des formulaires. On n'aura plus besoin de se trouver dans des embouteillages. Donc on aura beaucoup plus de temps libre et l'utiliser à s'amuser avec ses amis. Souvent, l'ordinateur vous donne des moyens de faire des choses vraiment humaines. Si vos parents sont très loin de vous, c'est sympathique de pouvoir leur parler avec l'écran, de faire vos travaux scolaires avec eux, une ambiance plus conviviale. C'est un nouvel instrument qui sera à notre disposition. Et si on pourra trouver, grâce à ces instruments, des gens avec qui on aura envie d'être amis plus facilement que maintenant. Dans votre livre, vous racontez une anecdote assez drôle. Vous dites, dans le passé, j'ai eu une liaison avec une femme qui était dans une autre ville et on se téléphonait sur nos téléphones cellulaires. On allait au cinéma voir le même film et on le commentait à la sortie. C'est quand même pas ce que vous nous proposez comme objectif. L'amour sur Internet, est-ce que c'est un progrès? Si on est loin de toute manière, c'est mieux que de s'appeler au téléphone.
Cela permet de se parler, de se voir. Il est évident que l'idéal, ce sera toujours d'être ensemble physiquement. C'est sympathique de voyager, mais de lire, d'entendre parler d'endroits qu'on ne verra jamais, c'est comme le téléphone, c'est une autre expérience médiatisée. Et l'ordinateur nous apporte une dimension plus riche que tout cela, y compris la capacité de déterminer l'emplacement des gens et des ressources. C'est pour ça que je suis si optimiste. Je crois qu'il y a beaucoup d'avantages qui amélioreront l'état du monde. Ces technologies de l'information que vous nous décrivez, ces technologies de demain, est-ce que ça va être un outil pour transformer notre vie, ou est-ce que ça va être un nouveau type de vie? Et si c'est un nouveau type de vie, est-ce qu'elles apportent une réponse aux problèmes de la société, qui sont la violence urbaine, le chômage, la drogue, ou est-ce que c'est pas fait pour ça, c'est autre chose? Les progrès antérieurs se sont attaqués à la composition du travail pour le rendre plus intéressant, plus convivial. Vous savez, les travaux à la ferme, ça ne permettait pas vraiment de lire et d'apprendre, tandis que là, nous nous sommes dotés d'un instrument qui permettra de plus grande recherche, une recherche plus rapide dans le médical, par exemple, une plus grande diffusion de ces résultats. Les gens s'en apercevront très rapidement. Par exemple, ils auront cet enfant devant son ordinateur explorant le reste du monde, ils verront son enthousiasme. Les gens ont des préoccupations, des problèmes. Je ne dis pas que c'est une panacée. Je ne pense pas que cela va forcément résoudre, ni d'ailleurs rendre ces problèmes pires. Oui, d'accord, on a besoin d'assistants sociaux, d'enseignants, mais je crois que aucun pays ne s'en est encore véritablement tiré bien. Alors, il n'y a pas une émission à laquelle vous participez où on ne rappelle pas que vous êtes l'homme le plus riche du monde, milliardaire en dollars. Est-ce que ça a changé quelque chose dans votre façon de voir la vie? Est-ce que je peux vous demander ce que vous avez envie de faire d'une telle fortune? Est-ce que ce sont des projets pharaoniques de domination du monde? Jusqu'à présent, je continue à faire les mêmes choses, que je sois propriétaire de Microsoft ou non. J'aime beaucoup mon travail, ça me fascine. Et je crois que je vais continuer à le faire pendant longtemps. Si Microsoft continue de réussir, je vais m'attacher à des activités philanthropiques dans des choses auxquelles je crois. Le contrôle démographique, l'éducation, l'accès aux ordinateurs. Pensez à quel point ça pourrait être amélioré. Je ne pense pas faire hériter mes héritiers d'un patrimoine considérable. Bon, peut-être que je pourrais réfléchir, mais c'est dans plusieurs décennies de toute manière. Il y a un peu un paradoxe à vous interroger en ce moment sur les autoroutes de l'information où on va pouvoir se promener à son aise, alors que les moyens de communication terrestre en France sont complètement bloqués. Est-ce que vous savez un peu ce qui se passe ici? Je crois que oui. Et quel est votre regard d'Américain sur notre société française? Est-ce qu'elle est complètement bloquée, à votre avis? Est-ce qu'on est archaïque? Ou est-ce que les gens ont raison d'avoir peur? Je crois qu'aucun pays ne s'en est vraiment bien tiré dans ce traitement du déficit budgétaire. Comment entamer un véritable dialogue? Comment poser ces choix si durs? Si j'avais une solution, je vous la donnerais. Mais vous savez, aux États-Unis également, on a des problèmes très durs. Merci beaucoup, Bill Gates.